Alors, lorsque les objets exercent une action sur d'autres objets, ça va avoir des conséquences. Alors, plusieurs conséquences possibles. Premier exemple, si je reprends la petite bille de fer, on va partir du principe qu'elle est initialement à peu près immobile. Je vais agir sur la bille. Je vais agir sur la bille, par exemple, je vais lui donner un petit impact, une petite impulsion, hop, comme ceci. Et donc on voit que mon doigt a agi sur la bille et ça a provoqué une modification du comportement de la bille puisque ça l'a mise en mouvement. C'est-à-dire que voilà, elle a changé sa trajectoire, elle a acquis une vitesse. Ça, c'est la première chose. Une modification donc de la vitesse et ou de la trajectoire de l'objet. On peut aussi, par l'intermédiaire d'une action, déformer un objet. Là, j'ai un morceau de pâte à modeler. Si j'appuie sur, si j'exerce une action encore une fois avec mon doigt, je vais venir déformer le morceau de pâte à modeler, comme le vent est capable de déformer une voile, par exemple, parce qu'il va venir agir, parce que l'air va venir agir sur la voile. Donc, le fait de modifier, voilà, donc soit la forme, soit de modifier la forme d'un objet, soit de modifier le mouvement d'un objet, c'est la conséquence d'une action. Simplement, si je reprends mon morceau de pâte à modeler, on se rend bien compte que si j'appuie comme ceci, donc je déforme le morceau de pâte à modeler, mais si j'appuie comme ça, c'est-à-dire que j'appuie plus, la déformation est plus importante. D'accord ? J'ai appuyé plus fort. C'est-à-dire que mon action va être différente parce que l'intensité de l'action est différente. En physique, pour pouvoir traduire justement ces actions différentes les unes des autres, on va utiliser une représentation, donc une modélisation que l'on appelle une force. Alors c'est assez intuitif, parce qu'on dit même dans le langage courant, voilà, il faut appuyer plus fort pour déformer davantage le morceau de pâte à modeler. Alors, cette modélisation, elle se fait sous forme de ce qu'on appelle un segment fléché. Alors on va dire une flèche pour simplifier un petit peu les choses. Et cette flèche va avoir plusieurs caractéristiques. Alors, première caractéristique, ça va être son point d'application, c'est-à-dire quel est l'endroit où s'effectue l'action. Donc par exemple, lorsque je mets en mouvement la bille, le point d'action, il est au niveau du contact, parce que là c'est une action de contact, entre mon doigt et la bille. Donc ça va s'appliquer uniquement à cet endroit-là. Ça, c'est ce qu'on appelle le point d'action. C'est donc l'endroit où nous, sur notre schéma, sur notre feuille, on va devoir débuter notre segment fléché, c'est-à-dire la flèche qui va représenter la force qu'on va être en train d'exercer. Ensuite, il va falloir préciser quelle est la direction de l'action qui est exercée. Alors, la direction, c'est la ligne imaginaire selon laquelle l'action est en train de s'exercer. D'accord ? Alors attention, parce que il ne va pas falloir confondre la direction et le sens que l'on va voir juste après. Je vous illustre ça tout de suite. Parce que là, si je prends ma bille et donc j'exerce une action comme ceci, et si je garde la même bille et que j'exerce une action comme ceci, la direction est la même. C'est-à-dire que dans les deux cas, la force s'est exercée selon cette ligne-là imaginaire. Par contre, le sens était différent. Là, c'est de la droite vers la gauche, et là, c'est de la gauche vers la droite. Donc, le sens de la flèche sera du coup différent, alors que sa direction, c'est-à-dire la ligne qui va porter la flèche, sera la même dans les deux cas. Et puis, quand on veut tracer une flèche, cette flèche doit avoir une longueur donnée. On ne va pas donner une longueur au hasard à cette flèche. C'est l'intensité justement de l'action qui va déterminer la longueur de la flèche. Pour pouvoir déterminer l'intensité de l'action exercée, on va devoir utiliser un appareil de mesure. Alors cet appareil de mesure se présente comme ceci, on appelle ça un dynamomètre. Et donc en fait un dynamomètre c'est tout simplement un ressort. Voilà. Et en fonction de la force qui va être exercée, on voit qu'on a un curseur rouge qui se déplace. Et grâce aux graduations, on va pouvoir venir déterminer la valeur de la force. Alors, une force s'exprime avec
une unité donc, qui se note avec un N majuscule qui s'appelle le Newton. Et donc, en fonction de l'intensité de l'action, on va avoir la valeur qui change. Donc là, par exemple, j'exerce une action donc, sur le ressort telle que on a une intensité de la force qui est égale à 1,8 newton. Alors, on dispose, nous, au collège, de différents calibres de dynamomètres, parce qu'on voit bien qu'au bout d'un moment, hop, on atteint les limites du dynamomètre, et puisque c'est un ressort, s'il est trop allongé, alors il est détérioré, il ne revient pas à sa position initiale. Et donc, quand on voit qu'on atteint les limites d'un dynamomètre, il faut passer au calibre supérieur, donc 5 newtons par exemple. Même principe, et on dispose également de dynamomètres pouvant supporter jusqu'à 10 newtons. Donc, quand on étudie l'action qu'un objet exerce sur un autre, il va falloir mesurer donc la valeur de l'intensité de cette action. C'est la valeur de la force que l'on va noter tout simplement avec un F et qui s'exprimera en newton. Et c'est cette valeur-là qui va déterminer la longueur ensuite de la flèche qui sera donc proportionnelle. Donc il faudra se fixer une échelle pour savoir combien de centimètres sur notre feuille représente tant de newtons. On va faire une application juste après.